Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de la consultation parmi d'autres outils, et celui-ci est particulièrement adapté à notre exercice de nutrition, de micronutrition, mais également à tous ceux qui pratiquent la médecine générale dans toutes ses dimensions. Cet outil s'est avéré au fil des années indispensable dans mon exercice et à celui d'autres confrères qui l'utilisent déjà depuis plusieurs années. Cet outil, nous l'appelons ACC, analyseur de composition corporelle. C'est devenu, en quelque sorte, l'appareil attention des nutritionnistes, des micronutritionnistes, tant les renseignements qu'ils nous donnent sont pratiques, utilisables et permettent d'adapter à la fois les diagnostics de prévention et aussi de prise en compte thérapeutique pour les patients. Cet analyseur de composition corporelle est un impédance-mètre multifréquence, corps entier, et c'est quelque chose de très important que nous reverrons tout à l'heure, particulièrement pratique, mobile, portable et fiable dans ses résultats. C'est bien sûr un appareil certifié matériel médical, dispositif médical, certifié CE et qui a donc toutes les caractéristiques de fiabilité. Pour vous l'expliquer, j'ai choisi de vous montrer d'abord quelques cas cliniques, pratiques, des cas caractéristiques et que l'on rencontre tous les jours dans nos cabinets. Et nous verrons ensuite le mode de fonctionnement et l'analyse des résultats. Premier cas, Jacqueline, elle est charmante, Jacqueline, 74 ans. C'est une dame qui est venue me voir pour tout simplement un bilan de son état général dans le cadre d'une consultation de micronutrition adressée par l'IEDM. Elle est venue en ayant fait ces questionnaires IEDM qui sont avérés normaux. Aucun score n'était anormalement élevé, ne dépassait 10 pour ce qui concerne le QMS. Et son bilan habituel, aussi bien clinique que biologique, ne présentait pas de signes particuliers. Cette dame a un bon état physique global, elle est active. Comme dans tout ce type de consultation, j'ai décidé de lui faire une mesure ACC. Et vous voyez ici le tableau tel qu'il se présente quand on montre et quand on explique le résultat de cette mesure aux patients. Ce qui attire l'attention, et vous verrez tout à l'heure qu'on y reviendra quand je vous expliquerai le mode de lecture de l'ACC, ce qui attire l'attention, c'est donc en particulier cet indice de masse osseuse que vous voyez donc à 0,92, sachant que la moyenne normale est de 1, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Sinon, parmi tous les autres chiffres, c'est celui-ci qu'on va retenir tout de suite, ainsi qu'à sa droite de ce chiffre, la charge en muscles. Tous ces termes, je vous les expliquerai tout à l'heure. Cette dame, et sur cet examen, donc, on constate une dissociation entre l'indice de masse musculaire et l'indice de masse osseuse, sachant qu'une maxime courante en nutrition, en micronutrition, nous dit que d'habitude, le muscle entraîne l'os. Et là, manifestement, cette dame a une masse musculaire suffisamment conséquente, mais par contre, il y a une dissociation entre cet indice de masse musculaire et l'indice de masse osseuse, ce qui fait penser, là aussi vous le reverrez tout à l'heure, à un problème d'ostéopénie au minimum, qui n'avait pas été décelé si on n'avait pas fait l'ACC. Et concernant cette dame, je lui ai demandé de faire donc une densitométrie osseuse qui a confirmé le diagnostic d'ostéopénie malgré le fait de son état clinique et de signes qui ne l'évoquaient pas a priori. Deuxième cas, une jeune femme, Camille, 32 ans, et vous verrez tout à l'heure que son aspect fait suspecter des signes de fragilité, alors que son bilan biologique classique était sans particularité. Cette dame est venue me voir pour des problèmes de lombalgie, et donc c'est quelque chose qui a été assez vite réglé par des techniques de médecine manuelle, mais au vu de son état
apparent de fragilité par rapport à son âge, là encore, je lui propose de faire une mesure ACC que nous allons découvrir. Et cette fois, donc vous remarquerez que cet indice de masse osseuse est encore beaucoup plus bas que celui de la dame précédente, qu'elle a également une hyperhydratation, vous voyez en haut à droite l'eau totale, ici, donc, et que si on continue les explorations et l'analyse, on voit que dans la répartition de l'eau en intra- et en extracellulaire, ce qui est la particularité de ces appareils multifréquents, c'est de pouvoir déterminer ces mesures. Elle a donc une hyperhydratation totale, globale, et qui est plutôt intracellulaire. Elle a par ailleurs un déficit de masse sèche. Je vous rappelle que la masse sèche, c'est l'addition des parties nobles des muscles et des os. Et ce déficit de masse sèche, chez cette jeune femme, est assez conséquent. Et vous voyez la différence. Valeur de référence, c'est ce qu'elle devrait avoir. Et valeur calculée, c'est la mesure qu'a constatée l'appareil. On reverra par la suite que ce triptyque, donc hyperhydratation, intracellulaire avec déficit de masse sèche, et en particulier chez une jeune femme, c'est le signe d'un déficit d'apport en protéines, d'apport alimentaire ou d'apport d'absorption. Et ceci sera confirmé ensuite par l'enquête alimentaire générale, aussi par l'enquête de consommation de protéines que nous avons à notre disposition, et également par une biologie plus poussée, considérant l'albumine, la préalbumine, enfin tous les facteurs qui sont des pronostics de risque de carence protéinée. Troisième cas, complètement différent, il s'agit d'un jeune homme cette fois, qui est un prof de gym, un ancien joueur de rugby, qui pendant un temps avait mis de côté ses activités physiques, qui souhaitait les reprendre. Et dans cette optique, lui aussi avait rempli les questionnaires IEDM, et sur lesquels on ne retrouvait rien de particulier. Et là encore, un bilan biologique classique qui n'avait pas montré de signes évidents de désordre métabolique. Là encore, décision de faire une mesure ACC, et qui, bien sûr, est complètement différent du précédent, comme vous pouvez le voir. C'est quelqu'un qui a un physique assez imposant. Et donc, les premières constatations qu'on fait dans les écarts théoriques, là encore, je vous expliquerai tout à l'heure ce que sont les écarts théoriques. On constate qu'il a une masse musculaire conséquente, et même si son taux de masse grasse est supérieur à la normale, c'est largement compensé par cette masse musculaire considérable. L'autre fait marquant à retenir, c'est l'hyperhydratation globale, que vous retrouvez de nouveau ici en haut à droite, qui donc il est à 2 litres au-dessus de la norme concernant l'eau totale. Pour aller plus loin, on va de nouveau regarder la répartition intra-extra, pour constater que lui, cette fois, son hyperhydratation, elle est essentiellement extracellulaire et très marquée, et que bien sûr, il n'a pas de problème de déficit de masse sèche. Encore un cas typique, et qui cette fois nous apporte le renseignement évident, nécessaire et contrôlé, que tout en ayant bien sûr un IMC important qui le met aux portes de l'obésité, sa répartition corporelle n'est pas du tout en correspondance, et en tout cas montre qu'il n'a pas de risque de problème de santé, mais aussi que cette hyperhydratation, plus spécifiquement extracellulaire, est pour nous le signe d'une consommation trop importante de sel. Également, en discutant avec lui, il m'avait dit qu'étant de passage à Paris, il avait été invité la veille au soir, qu'il était complètement sorti de ses habitudes alimentaires, et aussi d'ailleurs de boissons. Il avait bu pas mal de vin, d'alcool, il avait consommé des plats à forte teneur en sel, et ça participait également, même de façon ponctuelle, à faire monter et son hydratation et l'eau extracellulaire. Concernant l'hydratation, il faut savoir que la mesure est le reflet principal des 48 dernières heures concernant les apports liquidiens ou même de sel,
mais ponctuellement et partiellement. Ça veut dire qu'à côté de ça, c'est aussi le reflet global et durable d'un mode alimentaire. Quatrième cas, est donc complètement, là encore, différent du précédent, et pour une corpulence relativement semblable, et un indice de masse corporelle, là aussi dans l'obésité ou proche de l'obésité. Vous voyez que la répartition n'est pas du tout la même, avec un excès de masse grasse, comme on le peut constater ici, une masse musculaire au-dessus de la moyenne, mais pas suffisamment pour, on dirait en langage populaire, compenser la prise de poids totale, c'est-à-dire qu'il n'a pas fabriqué, son organisme n'a pas fabriqué assez de muscles pour continuer à le porter, à le faire mouvoir, et pas d'hyperhydratation ou très légère. Donc, cas complètement différent, cette hyperhydratation très légère est quand même majoritairement extracellulaire, comme vous pouvez le voir ici, mais rien à voir avec le tableau précédent. Et lui, dans son cas, ce qui nous permettait de mettre en avance une chose, c'était que, bien sûr, il lui fallait un réglage alimentaire, mais qu'avant tout, il lui fallait une remise en mouvement. Et c'est une des particularités de ce type d'examen, avec le visuel que vous avez là sous les yeux, c'est d'objectiver les choses, et c'est souvent une source de motivation pour les patients. Donc cet homme-là, si on lui avait dit simplement réduire son mode alimentaire, différencier ses apports, mais sans mettre en avant la nécessité de la reprise en mouvement, sa perte de poids aurait été difficile et surtout aurait mis en péril cette masse musculaire déjà faible par rapport à son surpoids. Donc voici, vous venez de voir quelques cas cliniques démonstratifs. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais là, c'est l'essentiel qui permet de montrer l'intérêt de cette mesure, qui est à la fois rapide, fiable, et surtout avec ce côté visuel qui permet la motivation des patients. Si vous le voulez bien, on va maintenant passer de façon succincte, rassurez-vous, au mode de fonctionnement de cet ACC, cet analyseur de composition corporelle. Alors bien sûr, vous connaissez toutes et tous, et tous les patients connaissent les balances à impédancemétrie, comme vous en voyez une ici, donc qui sont pour la plupart, pour l'immense majorité, surtout celles se trouvant chez les patients, des balances qui sont monofréquences. Et vous verrez ensuite l'importance de ce fait de monofréquence ou fréquence multiple. Qu'est-ce que fait ce type d'impédancemètre? Il va mesurer l'eau totale et à une fréquence de courant électrique de 50 kHz. C'est important de se rappeler ça. Tous les impédancemètres, quels qu'ils soient, même les multifréquences, ne mesurent que l'eau, pas autre chose. Si un jour on vous dit, moi, mon impédancemètre très sophistiqué, il va mesurer directement les muscles, la masse grasse, ça n'existe pas. Les impédancemètres ne mesurent que l'eau. Et vous allez voir la différence entre un impédancemètre classique monofréquence et pied-pied, comme c'est le cas ici, et celui que je vous présente qui est multifréquence corps entier. Donc, dans ce type d'impédancemètre, le courant électrique à 50 kHz part d'un pied, parcourt le corps pour revenir à l'autre pied. Et comme vous savez, le courant électrique, il va toujours au plus court. Et là, en l'occurrence, il va passer d'une jambe au bassin et à l'autre jambe et au pied. Il ne va pas, bien sûr, mesurer l'ensemble du corps. Il s'intéressera seulement à la partie basse du corps et ensuite des calculs, des extrapolations qui permettront de déterminer masse maigre, masse grasse et puis la masse musculaire. À partir de la mesure de l'eau totale, il est appliqué une règle de 3 et qui tient compte d'une hydratation idéale moyenne de 72,3%. À partir de cette règle de 3, on va bien sûr déterminer la masse maigre. Et ensuite, en faisant masse totale moins masse maigre, on obtiendra la masse grasse. Quelles sont les limites de ces balances monofréquences? Ils sont bien sûr liés à l'eau, parce qu'encore une fois, c'est ce qui est mesuré. Et bien sûr, si pour une raison ou une autre, la masse hydrique est augmentée,
mathématiquement, automatiquement, par le calcul, la masse maigre sera artificiellement augmentée et la masse grasse abaissée. Et à l'inverse, en cas de masse hydrique abaissée, tout se passera dans l'autre sens, donc la masse maigre sera apparemment abaissée et la masse grasse augmentée. Sans tenir compte du fait, que j'ai déjà précisé précédemment, que la mesure se fera que sur le bas du corps dans les balances monofréquences. Dans les balances multifréquences, il y a également le même type de courant 50 kHz ou supérieur, équivalent encore mesurer l'eau totale, mais il y a aussi des courants de plus basse fréquence, et notamment inférieurs ou égaux à 5 kHz, qui eux ne passent pas la membrane cellulaire. C'est extrêmement important parce que ça va permettre de déterminer l'eau extracellulaire. À partir de là, au total, eau extracellulaire, ça va permettre de déterminer l'eau intracellulaire, bien sûr, par soustraction. Et puis, on va ensuite partir sur un système d'équations, ça s'appelle les équations de régression, comme on a fait tout à l'heure, qui va cette fois déterminer la masse maigre, l'hydratation hors graisse et la masse grasse. Ça permet d'avoir un point de départ beaucoup plus fiable, beaucoup plus fidèle et qui sera moins influencé par les variations de l'eau totale qu'on peut rencontrer avec les balances monofréquences. Passons à l'outil. Pourquoi avoir pris le système que je vous présente aujourd'hui, qui est un système fabriqué en France par une société qui s'appelle Aminostat? Le nom de l'appareil, c'est Biody Expert. Je vous répète que c'est un modèle main-pied, corps entier et multifréquence. Nous l'avons choisi après de longues années d'observation, d'expérimentation, et aussi de participation à l'élaboration du logiciel, qui est la partie la plus importante, puisque c'est en affinant les réglages, en comparant les résultats obtenus avec d'autres types d'examens complémentaires, comme des choses très sophistiquées, style DEXA, en rapprochant aussi de la biologie, en rapprochant de l'aplatismographie gazeuse, et petit à petit pour arriver à un résultat qui soit différent, pas plus différent de 1 à 2% de la combinaison de toutes ces méthodes. Et ça, donc, ça a été obtenu grâce à un partenariat sur le développement effectué par PILEJ, et bien sûr en ayant aussi des critères économiques pour pouvoir faire bénéficier de tarifs grâce au partenariat Aminostat-PILEJ. Important à noter, ce dispositif est dans l'immédiat conçu pour une utilisation sur PC. Il y a bien sûr des adaptateurs qui existent, style l'adaptateur parallèle, qui est un émulateur Windows, mais a priori, les informaticiens trouvent ces adaptateurs un peu instables et ce n'est pas leur tasse de thé, pourrait-on dire. Prochainement, et ça sera sur cette année, le logiciel devrait évoluer sur un mode web qui permettra de s'affranchir des restrictions liées au PC ou Mac. Vous avez ici le descriptif visuel du Biody Expert. Le mieux serait été encore que je le tienne dans ma main, mais j'ai bien ma main, mais je n'ai pas l'appareil. Donc, il faut savoir que ça, comme vous le verrez sur les diapos ultérieures, que c'est un appareil extrêmement léger, mobile, et qui peut être adapté même aux visites à domicile ou aux mesures prises sur des terrains de sport, dans les vestiaires, comme ça a pu se faire déjà à plusieurs reprises. Vous voyez ici le dos de l'appareil. Vous voyez l'avant de l'appareil avec cette fourche, et c'est sur cette fourche que sont installées les deux électrodes qui seront en contact avec le pied de la personne pour faire les deux contacts pieds. Et sur la partie avant et latérale, c'est plutôt la partie arrière d'ailleurs, et latérale,
vous avez ce bouton qui fait à la fois le contact et le déclenchement de la mesure, et la plaque métallique qui permet de faire le contact, l'autre contact avec la main. Le positionnement des électrodes est extrêmement simple. C'est une mesure qui peut se faire étant assis. Il suffit que les patients aient le pied dénudé, la main aussi, c'est généralement le cas d'ailleurs, et que la personne elle-même, donc bien sûr vous n'intervenez pas, c'est la personne elle-même qui tient l'appareil dans sa main et qui l'applique dans la zone sous-malléolaire au niveau du tendon d'Achille. Le pied relevé, c'est beaucoup plus commode pour la position de la personne et qui puisse facilement faire la mesure sans avoir de contact parasite, comme on le verra un peu plus loin. La prise en main, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, donc 2 doigts, en général, ce sont les 2 derniers doigts et qui posent sur la plaque, le pouce sur le bouton poussoir, c'est un beau nom, et vous remarquerez tout de suite quelque chose, c'est que l'appareil a été conçu pour des droitiers. Il peut évidemment pas changer cet appareil, mais la prise de la mesure peut s'adapter en plaçant les mains différemment pour les patients gauchers. Il peut faire aussi la prise en main de la main droite, le geste étant relativement pas complexe. Important, c'est d'assurer les contacts électriques, et pour ça, il faut humecter, humidifier les électrodes, comme vous le voyez ici. Moi, je le fais tout simplement avec un genre essuie-tout et de l'eau. Il faut que ça soit bien humecté, pas frotter, mais plutôt appliquer l'eau. Et il faut également, donc aussi bien sur les électrodes mains que sur les électrodes destinées à la cheville, et il faut également mouiller les contacts patients au niveau et de la cheville et des doigts. Vous voyez ici, sous un autre angle, la position du patient avec le pied relevé, la main bien positionnée, les doigts sur la plaque et le pouce, qu'on ne voit pas ici, prêt à appuyer sur la gâchette. Ce qu'il faut dire au patient, c'est, quand tout est bien prêt, de lui dire d'appuyer le pouce sur le bouton et de conserver l'appui. Appuyer et conserver. Au premier appui, l'appareil émet un signal sonore aigu. On attend 3-4 secondes, il émet le même signal et ça signifie que la mesure est prise. Donc vous voyez qu'en temps passé, c'est extrêmement bref et nécessitant très peu d'installation patient. Il faut veiller à une chose essentielle, puisque bien sûr, vous avez compris que c'est un système de circuit électrique, comme un arc électrique, partant du pied, parcourant tout l'hémicorps droit, et pour arriver au final à la main, et qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact parasite, de contact intermédiaire, de court-circuit si on veut, et il faut bien regarder que le patient ne se touche pas les 2 jambes, ou qu'il ne touche pas sa jambe droite avec sa main gauche, ce qui arrive assez souvent, parce que dans la position, les gens ont tendance à s'appuyer sur leur cuisse droite avec la main gauche. Donc pas de contact parasite pour respecter cet arc électrique. Quand je dis arc électrique, rassurez-vous, il n'y a absolument aucune sensation de la part du patient et même pas de fourmillement, des choses comme ça, et parce que c'est souvent une inquiétude qui peut se faire jour. Et d'ailleurs, pour accentuer la sécurité de la mesure, lorsque l'appareil est en charge, puisque c'est une batterie qui l'alimente, qu'on recharge sur une prise électrique avec un chargeur, il ne peut pas fonctionner quand il est en charge, au cas où, de façon malencontreuse, ce serait du 220 et qui passerait à la place de ce courant à faible voltage.
Je vous montre maintenant la partie ordinateur, la partie logiciel du Biodi Expert. Et ce logiciel donc est extrêmement simple. Il faut bien sûr renseigner le profil du patient, ça vous le faites avant de prendre la mesure. Il faut rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance. Automatiquement, le logiciel indiquera l'âge en fonction de la date de naissance. Il faut aussi renseigner le sexe du patient, pas de la machine. Et vous remarquerez que par défaut, le logiciel est coché féminin. Ça veut dire que quand il s'agira d'un homme, il faudra que vous pensiez à cocher masculin. Vous vous rendrez très vite compte si vous l'avez oublié, puisque dans le tableau suivant, vous verrez qu'à un moment, on demande le bonnet de soutien-gorge. Et si c'est un homme, ça sera bien sûr une surprise. Donc, rentrez le nom, le prénom, la date de naissance. Et quelque chose de très important qu'il faut renseigner soigneusement, c'est le niveau d'activité. Vous voyez ici sur ce tableau de présentation de la première page du logiciel pour un patient qu'il y a deux lignes concernées à l'activité, la ligne sportive de haut niveau et la ligne niveau d'activité. L'immense majorité de nos patients ne sont pas sportifs de haut niveau. Pour vous donner un ordre de grandeur, le niveau le plus faible de sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui fait 3 heures par jour de sport. Et ça correspond à des sportifs souvent professionnels qui sont en reprise d'activité. Donc très rarement, sauf pour ceux qui ont une clientèle spécifique de sportifs, on utilisera cette ligne, on la laissera telle qu'elle, avec marqué non sportif. Par contre, la ligne en dessous, donc niveau d'activité, celle-ci, il faudra absolument bien la remplir. Et vous voyez que c'est un menu déroulant qui vous propose différentes options qui vont de très faibles à très fortes. Comment se retrouver et comment bien qualifier le patient en face de vous? Déjà, la plupart d'entre eux seront classés en activité faible ou moyenne. Et pour avoir plus de détails, vous cliquerez sur le petit bouton avec le point d'interrogation ici, qui vous donnera ce à quoi correspondent les différents niveaux d'activité par rapport soit à la profession, soit à l'activité physique. Un exemple simple, une personne qui a une activité de bureau, on va dire, et qui fait une fois par semaine soit du footing, soit de la gym en salle pendant 1h30, mettons, on la classe dans activité faible. Le logiciel est assez sévère sur ce plan-là. Et la ligne très faible concernera essentiellement des patients alités, soit de longue date, soit au moment d'une maladie relativement prolongée. Donc très important, il faut absolument renseigner ce niveau d'activité parce que le logiciel, dans ses calculs, en tiendra compte. Voici maintenant le tableau suivant, la deuxième page, si on veut, du logiciel qui vous est proposé. Là, dans celui-ci, les mesures ont déjà été rentrées, et donc été transmises. Quand on l'affiche la première fois et avant d'avoir pris la mesure, bien sûr, elles ne sont pas encore rentrées. C'est surtout pour vous faire voir qu'il faut, là encore, renseigner 3 éléments essentiels qui sont le poids. Vous avez remarqué que cette machine ne pouvait pas peser, ou alors il faudrait vraiment tenir sur peu de surface. La taille, c'est très important aussi. Et là, je vous conseille une chose, c'est de mesurer les patients, parce que la taille, en général, celle qu'ils indiquent, c'est toujours celle, je leur dis souvent, moi, du service militaire pour les hommes, même si maintenant ça fait un petit moment que ça ne se fait plus. Mais en tout cas, vous savez très bien comme moi que la plupart des gens sont restés sur une taille fixe, celle qu'ils avaient la dernière fois qu'on les a mesurés, c'est souvent à 20 ans. Donc il faut les mesurer. Et pour les femmes, je vous le disais tout à l'heure, il faut aussi renseigner le bonnet de soutien-gorge. Ah, vous me direz pourquoi le bonnet de soutien-gorge? Tout simplement parce qu'une bonne partie de la glande mammaire, c'est donc de la masse grasse et qu'on peut avoir une taille fine, un petit poids et une forte poitrine et que bien sûr ça impliquera et ça jouera sur les mesures données par le logiciel.
Pour ce qui est du périmètre ombilical que vous voyez ici, j'ai bien noté que c'était facultatif. Ça veut dire que sa mesure ne jouera pas sur les résultats finaux de l'ACC. Par contre, c'est utile de le rentrer, surtout pour les gens qui s'occupent de surpoids. Et vous voyez qu'il y a aussi d'ailleurs le périmètre de hanche, de cuisse. Périmètre ombilical, personnellement, je le renseigne assez souvent dans les syndromes métaboliques, parce que vous savez bien que l'évolution du périmètre ombilical, PO, donc, est une valeur de suivi de ces syndromes métaboliques. Donc, à faire ou à ne pas faire selon votre pratique, mais pas indispensable pour obtenir les résultats. On revient à la mesure dont je vous parlais tout à l'heure. Dès qu'elle est prise, donc vous avez le deuxième bip qui retentit au bout de 3 secondes à peu près. Là, vous rapprochez la machine de votre ordinateur. Il y a quand même une portée d'une dizaine de mètres. Personnellement, je repose l'ACC sur mon bureau et à ce moment-là, vous appuyez sur cette touche transfert. La touche transfert, c'est ce qui va déclencher la mise en route de la transmission Bluetooth que vous verrez apparaître sur une petite fenêtre qui va vous indiquer le port qui a été déterminé précédemment. Ce temps de transfert est à peu près de 5-6 secondes et une fois cet appui effectué et le transfert fait, il vous apparaîtra les mesures qui sont ici et qui sont les mesures chiffrées pour le moment du résultat de la mesure. Ensuite, le logiciel va bien sûr vous traduire ces mesures chiffrées en mesures visuelles et traduites en pourcentage, en kilos, en litres, pour une raison pratique, pour une façon pratique de pouvoir lire les choses. Sur ce tableau chiffré, un des premiers chiffres sur lesquels on s'attardera, c'est celui que je vous montre ici, qu'on appelle l'angle de phase. Je vous expliquerai tout à l'heure en détail ce qu'est l'angle de phase. Ensuite, il faut appuyer soit sur le bouton Suite, en bas à droite, quand il s'agit d'une première mesure, soit sur le bouton Analyse, quand il s'agit d'une mesure ultérieure. Bien sûr, le logiciel est doté de capacités de stockage et de comparaison au fil du temps. Une fois appuyé sur le bouton Suite, les patients sont devant vous à ce moment-là et je leur dis toujours attention et hop. Donc le résultat apparaît de façon chiffrée et qu'on va reprendre en détail. C'est celui que vous avez aperçu tout à l'heure pour les cas cliniques. Donc vous voyez qu'il y a une partie cible qui est plus du langage patient et qui permet de dire que, comme dans toute activité à cible, le mieux est d'être le plus près possible du centre. Et ensuite, bien sûr, plus on s'en écarte, plus les mesures montrent des anomalies à prendre en compte. Tout le reste, on va le voir maintenant. En dehors de ces mesures affichées dans ces petites tuiles, on appelle ces carrés, ces rectangles des tuiles, il y a d'autres mesures en arrière-plan, selon le type de pratique de chacun. Certains veulent avoir des mesures complémentaires. Donc d'abord un bouton impédance qui vous remet ici l'angle de phase dont on a parlé tout à l'heure. Un bouton données ici qui là vous donne des mesures beaucoup plus complètes et certains, notamment ceux qui font de la médecine du sport, veulent connaître plus précisément la masse musculaire squelettique des membres, la masse cellulaire active. Et d'ailleurs, toutes ces mesures font l'objet de poursuites d'études, d'investigations et de perfectionnement. Et prochainement, nous aurons encore plus de renseignements du fait de ces mesures complémentaires. Nous retrouvons notre tableau. Donc, je vous disais tout à l'heure, avec le bouton impédance-métrie, on va retrouver l'angle de phase. Et l'ordre dans lequel je vous explique le mode de lecture est important pour pouvoir ensuite en parler entre différents praticiens, utilisateurs de cette machine. Vous verrez que vous pouvez aussi transmettre les dossiers, transmettre les mesures à un autre, et en particulier à moi au départ, pour ceux qui commencent à s'en servir, pour des aides à l'interprétation.
et c'est bien d'avoir un mode de lecture uniforme. Donc la première partie, l'angle de phase. Deuxième partie, on va s'attacher à lire les écarts, les indices comparatifs. Les indices comparatifs, qu'est-ce que c'est? En fait, l'appareil prend les mesures, le logiciel les traduit ensuite en kilos, si vous voulez, et puis en plus de ça, il compare les mesures de la personne aux mesures moyennes qu'aurait cette personne comparée à un groupe. Le panel était de 20 000 patients. On a fait des moyennes et en fonction de l'âge, du sexe, de la taille, de l'activité physique, on a pu déterminer donc des moyennes qui sont ensuite par le logiciel comparées aux patients. Donc ça donne un indice, c'est une division tout simplement, hein, l'indice, la mesure du patient divisée par la moyenne de personnes qui ont les mêmes critères que lui. Et ça donne un indice qui, si on est soi-même dans la moyenne générale, on est bien sûr à 1 partout. Et on peut dire aux patients que tout ce qui est au-dessus ou en dessous de 1, c'est lié à ses propres mesures. C'est la meilleure façon d'expliquer. Ça, c'est donc les indices comparatifs. Et au-dessus, ici, vous voyez la traduction des indices comparatifs en kilos. Et donc, par exemple, 1 g 20, 1 g 11 en masse grasse correspond donc au poids au-dessus de la norme que vous voyez ici, et 1,26 de masse musculaire correspond à ce qu'il y a ici. Donc, deuxième axe de lecture, les indices comparatifs. Les écarts théoriques, je viens de vous en parler, c'est donc la traduction en kilos des indices. Ensuite, on va s'attacher à regarder l'hydratation. Vous l'avez ici exprimé en valeur absolue, par rapport, toujours la même chose, à la norme correspondant au profil de la personne. Et vous l'avez ici en bas à gauche exprimé en litres, avec, là encore, la valeur de référence, ce que la personne devrait avoir, et la valeur calculée, ce que la personne a réellement. Donc, impédancemétrie, les indices, les écarts théoriques, l'hydratation et la spécificité des impédancemètres multifréquences, c'est la répartition intra-extracellulaire, qui nous donnera des renseignements comme on va le voir tout à l'heure. Enfin, autre point souvent utilisé, la masse sèche. La masse sèche, je vous l'ai dit, c'est la partie noble des muscles et des os, et avec encore une fois la valeur de référence et la valeur calculée qui est celle de la personne. Alors, des petites explications sur l'angle de phase. L'angle de phase, c'est une mesure importante et instantanée qui est un reflet de la santé et de l'intégrité de la membrane cellulaire, des membranes cellulaires en général et des cellules en général. C'est un reflet global, estimatif de la bonne santé générale de la personne qui est devant vous. Comme vous le voyez sur le tableau, c'est une courbe qui varie avec l'âge et le sexe, le maximum étant vers 45-55 ans et qui est toujours plus élevé chez l'homme que chez la femme. L'intérêt, c'est de pouvoir juger du premier coup d'œil de l'état global de la personne, et on peut dire qu'en général, un angle de phase supérieur à 6 paraît de meilleur pronostic au niveau cellulaire que s'il est inférieur à 6, et encore plus, il arrive de voir des mesures à 5, moins de 5, et il faut savoir qu'au maximum, on peut trouver chez les sportifs, comme la personne de tout à l'heure, des angles de phase à 8. Si vous trouvez beaucoup plus, c'est qu'il y a un problème sur la mesure. 6,5, 7, autour entre 6 et 7, c'est ce qu'a une personne en bonne santé avec une masse musculaire correcte et quelqu'un qui a une bonne activité. Cet angle de phase évolue bien sûr en fonction de la prise en charge thérapeutique. C'est aussi un élément qui permet de mettre en route une prévention et qui après pourra se suivre dans le temps, l'amélioration étant marquée par l'augmentation de cet angle de phase. Les indices comparatifs, je vous les ai expliqués brièvement tout à l'heure. Ça compare donc le résultat de la personne au résultat
moyen de gens ayant les mêmes critères de taille, âge, sexe que le patient. Et la valeur de cet indice est généralement compris entre 0 et 2. 0, ce serait vraiment quelqu'un de pas très en forme. Et on vous explique ici le mode de calcul, mais en fait, il faut bien retenir que tout ce qui est au-dessus ou en dessous est caractéristique de la personne sur laquelle vous venez de faire la mesure. Ici, on a mis en avant la masse osseuse, l'indice de masse osseuse. J'insiste aussi sur un point, la masse osseuse, par masse osseuse, on entend la totalité de l'os, c'est-à-dire à la fois la trame protéique et les minéraux, alors que l'ostéodensitométrie, elle, mesure que les minéraux, et il peut y avoir parfois des distorsions entre les deux. Il y a d'ailleurs un indice multiplicateur pour passer de l'un à l'autre. La charge en muscle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je donne moi toujours aux patients l'image d'un bateau avec un mât et des voiles, et on va supposer que si la personne a un petit mât, des grosses voiles, des gros haubans, bien sûr le mât va souffrir, et pour cette charge en muscle, il faut mieux avoir un indice inférieur à 1 que supérieur à 1. Il y a des valeurs, on l'a vu sur un exemple tout à l'heure, où l'importance de cette charge crée des désordres et des souffrances articulaires, et même dans les cas extrêmes, chez les personnes âgées, peut être un indicateur de risque de fracture spontanée. Chez les sportifs, c'est aussi une façon d'apprécier leur niveau d'entraînement musculaire et de l'adapter quand cet indice monte trop et créant des risques musculo-squelettiques. La charge totale, c'est la même chose, mais cette fois en tenant compte de l'ensemble du poids du patient. Ici, elle est inférieure, ça peut paraître bizarre, mais dans la charge dans les muscles, on n'implique pas que le poids du muscle, mais aussi le côté dynamique, le fait que ça tire sur les articulations. Quelques exemples et quelques cas concrets d'alerte, et spécialement sur cet indice de masse osseuse. Vous voyez cette personne donc, qui a un indice de 0,83. En fait, dès que chez une femme mince en particulier, son indice comparatif de masse osseuse est inférieur à 0,85, il faut systématiquement soupçonner au minimum une ostéopénie, et ça nous donne l'obligation, entre guillemets, de demander une ostéodensitométrie. Inférieur à 0,85, pensez à demander l'ostéodensitométrie. Chez les femmes obèses, certains ont pu longtemps penser que les femmes obèses n'avaient pas d'ostéopénie et d'ostéoporose, c'est faux. C'est les seuils d'alerte qui sont différents. Donc il suffit chez une femme obèse que son indice soit inférieur à 1 cette fois pour déclencher l'ostéodensitométrie, ou encore que la différence entre sa masse musculaire et sa masse osseuse soit supérieure à 0,10. Important à noter dans les renseignements. Pour ce qui est des écarts théoriques, je vous dis tout à l'heure, c'est la traduction en kilos des indices, et en fait, par rapport donc à la norme moyenne que devrait avoir le patient, encore une fois. Là, l'utilité des renseignements, vous voyez que chez la personne de ce tableau, donc sa masse grasse plus 4, sa masse musculaire plus 4 aussi, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un surpoids, mais en tout cas, pour lui faire adapter une alimentation, ce sera beaucoup plus facile que chez la personne ici, qui, elle, a un déficit de masse musculaire, c'est le cas du jeune homme qu'on a vu tout à l'heure, et chez cette personne-là, il faudra bien sûr d'abord mettre en avant le fait de reprendre une activité physique. L'hydratation, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que la plupart des questions qu'on vous posera, et qu'on pose toujours, c'est sur l'hydratation. Je vous rappelle que c'est la base de la mesure de l'appareil, qu'on peut en tirer certaines conclusions, mais pas à chaque fois. Je vais vous montrer 2 cas principaux où ça nous donne des renseignements. Comment on lit cette hydratation? D'abord, on regarde l'hydratation globale, ce qu'on a vu tout à l'heure, et vous voyez qu'il y a pour ça des petits onglets noirs qui indiquent la position de la personne. Donc, quand elle est normale, comme c'est le cas ici, je vais regarder l'équilibre intra-extra.
qui pourra être perturbé dans un sens ou dans un autre, mais ne donnera pas de renseignements pratiques particuliers. Et quand il y a une hyperhydratation globale, je regarde dans quel secteur est l'hyperhydratation. C'est très important. Quand il y a hyper global, il faut chercher où est l'hyper. Quand il y a une hypo, il faut chercher où est l'hypo, dans quel secteur. Deux tableaux remarquables qui, eux, nous donnent des renseignements de façon directe. Chez une femme qui sera plutôt mince, qui sera en déficit de masse sèche, donc il y a 3 critères, déficit de masse sèche, hyperhydratation globale, et cette hyperhydratation étant intracellulaire, ce qui est le cas présenté ici, c'est un signe certain de déficit d'apport en protéines. On l'a vu dans le premier cas clinique ou le deuxième. Et donc, ça a été corrélé avec les enquêtes alimentaires, les enquêtes de consommation protéique, je vous l'ai dit aussi avec la biologie. Et c'est une certitude, simplement sur cet élément, la personne devant vous ne mange pas assez de protéines. Il faudra donc la supplémenter en adaptant son alimentation ou en apportant des suppléments protéinés. Ici, vous avez l'exemple de femmes obèses. On trouve presque toujours une hypohydratation globale et qui est la plupart du temps intracellulaire. Tout ce qu'on peut en déduire, ce n'est pas quelque chose sur le métabolisme de l'eau, c'est une constatation. Et tout ce qu'on sait, c'est la nécessité de faire un rééquilibrage alimentaire. Autre cas particulier et certain, c'est la plupart du temps les hommes. Vous avez vu le cas clinique du sportif tout à l'heure. Donc, chez un homme, quand on constate une hyperhydratation globale, comme c'était le cas tout à l'heure et comme c'est le cas ici, et que cette hyperhydratation, elle est plutôt extracellulaire cette fois, c'est toujours un excès de consommation de sel, que ce soit par ajout ou par nature, avec le fromage, les plats préparés, la charcuterie, le pain blanc, enfin tout ce que vous savez sur ce qu'on appelle le sel caché. On a fait l'essentiel de la présentation. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'encore une fois, cet outil se situe dans la globalité de tout ce qu'on a la possibilité d'avoir au sein de l'IEDM, au sein des différentes formations, que ce soit Pilège, Insudiet, enfin du groupe l'ARENA plus généralement. Et je présente ici un cas parmi d'autres qui montre la corrélation entre un QMS de départ chez une personne qui avait entre autres une perte de poids à avoir, mais vous voyez avec des perturbations essentiellement dans le groupe cerveau. Et on voit donc l'évolution au bout de 6 mois, globalement, du QMS et aussi de la courbe de poids qui était parfaitement parallèle avec une perte de masse grasse essentielle. Cette personne a tout mis en œuvre, changement alimentaire, remise en mouvement. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a différentes façons de procéder. Bien sûr, des contacts téléphoniques qui vont vous être affichés. Aussi, des réunions que j'ai déjà commencées dans différents endroits. Et vous voyez ici la liste, les prochaines étant Toulouse et Lyon. Vous avez aussi les sites. Les sites, et particulièrement le portail Outils Santé, aussi les sites Pilège Pro ou Insudiet Pro, dans lesquels vous allez retrouver les différents questionnaires que nous pouvons utiliser. Sur le site Pilège Pro, vous retrouverez le didacticiel concernant l'ACC, le Biodi Expert, avec également un film, et aussi un forum particulièrement utile où vous pourrez poser vos questions. Les différents questionnaires que vous avez là, le tout dernier en date, c'est le questionnaire Zoom, qui est extrêmement complet et qui donne de nombreux renseignements sur l'ensemble de l'état de la personne. Aussi, ceux que vous connaissiez, le questionnaire ESTIM, essentiellement consacré à la prise en charge psychocomportementale des surpoids, mais aussi d'ailleurs de l'ensemble des troubles constatés chez les patients. Et le questionnaire SPI-Open qui permet une retransmission, une retranscription et un suivi des patients essentiellement en surpoids. Les différents intervenants dans ces différentes formations, moi, je suis en premier, je ne sais pas pourquoi, Eve Villemur et Philippe Astruc. Eve Villemur, la partie psychocomportementale, Philippe Astruc, le fameux questionnaire Zoom.
Ici, les différents intervenants concernant le Biodie Expert, l'ACC, et en particulier pour aller plus loin sur les modalités pratiques, si vous souhaitez acquérir l'appareil, si vous souhaitez vous en servir. Donc Annie Cardouin avec ses coordonnées, pour les questions médicales, moi-même avec mes coordonnées, et puis ensuite pour les questions techniques concernant l'installation, qui est extrêmement simple d'ailleurs. Quand vous serez à ce stade, ce n'est pas compliqué, et vous pourrez aussi constater le fabricant, donc la société Amylogramme, qui vous aide à l'installation, qui prend la main et qui résout tous les problèmes techniques concernant la machine. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt, soit lors d'une autre réunion, soit lors de contacts directs. Et donc, regardez bien, c'est vraiment quelque chose de pratique. C'est, je vous le disais au début, l'appareil attention du micronutritionniste. Merci, à bientôt.